Bonjour. Donc nous sommes là pour vous parler de la seconde vie de Super Mario, de sa reconversion en tant que UX designer, parce qu'il faut dire quand même que la saga Super Mario est plutôt bien faite, c'est simple, c'est facile à utiliser, et donc si c'est pas Super Mario, c'était peut-être son concepteur qui était en avance sur son temps et qui était UX designer. Et on pourrait se demander c'était quoi sa recette magique et pourquoi plein de jeux sont devenus si compliqués. Mais avant toute chose, je suis ravie de vous présenter la composition du match d'aujourd'hui. On a 2 joueuses et je laisse Sarah se présenter. Bonjour. Alors, moi, je suis issue d'un cursus en cognitique, donc je suis ingénieure en cognitique. Qu'est-ce que c'est la cognitique? C'est une discipline qui mélange la psychologie cognitive et l'informatique. Donc l'objectif, c'est de comprendre d'une part comment fonctionnent les humains et leur cerveau, et d'autre part comment fonctionnent les machines, dans le but de faire des interfaces homme-machine qui fonctionnent bien. Donc je suis expert en expérience utilisateur et product manager de la UI chez Murex depuis 2 ans. Murex est une société éditrice de logiciels dans le domaine de la finance et en particulier des capital markets. Et donc peut-être que vous êtes dit qu'il y avait un seul cursus pour devenir UX. Eh bien non, moi j'ai un doctorat en ergonomie. J'ai travaillé pour des boîtes comme Sage, SAP, Cisco, pour une boîte de jeux mobiles en Corée. J'ai également travaillé avec Sarah chez Murex et actuellement je travaille chez Ubisoft. À savoir aussi que cette présentation est à titre personnel parce qu'elle avait été créée avant que je sois embauchée par Ubisoft. Donc ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est des exemples de jeux pour lesquels, auxquels on a beaucoup joué. Tout ça pour vous dire que notre métier à Sarah et à moi, c'est d'être l'intermédiaire entre vous, les super équipes, ceux qui font les produits, et les utilisateurs, les clients, pour faire des produits qui seraient encore meilleurs. Et là, c'est des exemples de plateformes sur lesquelles on joue actuellement. Et donc, on pense qu'on est bien ici dans cette salle, on pense qu'on est entre gamers, donc vous, nous, on joue beaucoup, donc on a le même vocabulaire finalement, et puis on va pas se leurrer, hein, si on devait s'imaginer dans 50 ans, on pense que on continuera de jouer aux jeux vidéo. Alors nous tous, en tant qu'utilisateurs de jeux vidéo, on a déjà rencontré des problèmes d'expérience utilisateur. Est-ce que vous vous rappelez les fois où vous vous êtes senti agacé, frustré par certains détails d'un jeu? C'était l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, elle est partout, dans les jeux vidéo, dans vos produits. À chaque fois qu'il y a un utilisateur qui se sert d'un produit, il y a de l'expérience utilisateur. Et en France, on est un peu en retard sur ce sujet. Il y a d'autres pays où les entreprises ont beaucoup plus intégré ça dans leur process. Donc voilà, essayons tous ensemble de changer les choses, de prendre de bonnes habitudes. Et la première bonne habitude qu'il faudrait prendre, à notre avis, c'est de se poser systématiquement cette question. Qui sont-ils? Je parle de nos utilisateurs, parce qu'en fait, c'est quand même pour eux qu'on développe nos produits. C'est la base de la conception centrée utilisateur. Alors dans les jeux vidéo, on dit en général qu'il y a 4 types de joueurs. On va trouver les combattants, pardon. Les combattants aiment la compétition, ils aiment le combat avec les autres joueurs. Il y a aussi les accomplisseurs qui aiment la maîtrise, le perfectionnement, la collection. On va trouver les socialiseurs qui aiment les interactions avec les autres joueurs. Et puis les explorateurs qui vont vouloir découvrir par eux-mêmes, qui vont avoir besoin de liberté. Alors en général, on a un mélange assez équilibré entre ces 4 profils, avec un profil qui va ressortir, un profil qui va être dominant. Et selon son profil, on ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs et les mêmes motivations. Je vais vous donner un exemple concret. Le combattant, il va souvent se référer au classement entre les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il voit qui est devant lui, il voit qui est derrière lui. Ça correspond très bien à son caractère de compétiteur. L'accomplisseur, il va peut-être regarder ce classement entre les joueurs, bien évidemment, mais il va peut-être accorder plus d'importance, plus de crédit à une progression objective. Par exemple, les niveaux. Donc on voit qu'en fonction du public auquel on s'adresse, on ne doit pas concevoir nos produits et nos interfaces de la même manière. Vous avez un exemple ici de 2 gameuses qui ont des profils différents. Les aspects socialiseurs et accomplisseurs sont à peu près les mêmes, mais on voit qu'Alexandra a un côté beaucoup plus combattant et moi beaucoup plus explorateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire qu'on ne joue pas au même jeu vidéo. Et quand on joue au même jeu vidéo,
on ne va pas y jouer de la même manière. On ne va pas vivre la même expérience de jeu. Donc peut-être que vous vous adressez à un public très large, qui peut avoir des caractéristiques très différentes. Peut-être que vous vous adressez à un public bien ciblé, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de savoir qui ils sont, de faire ce travail de recherche pour savoir qui ils sont et adapter les produits à leurs caractéristiques, à leur profil, motivation et objectifs. Et donc, vous avez dit, ça parle de jeux vidéo, est-ce qu'on va jouer? Et donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, on va jouer. Donc, je vais vous demander à tous de sortir vos téléphones portables. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, je vais vous demander d'aller sur kahoot.it. On va vous proposer un quiz. Donc, il y a un code à 7 chiffres qui va s'afficher. Il va falloir le rentrer dans le téléphone pour pouvoir participer à ce questionnaire. Le principe, c'est qu'il va y avoir 5 questions, de la plus facile à la plus difficile. À chaque fois, vous aurez 30 secondes pour répondre. Et attention, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. On a prévu 3 cadeaux pour les 3 meilleurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, vous allez avoir donc la question qui va s'afficher en grand sur l'écran, les 4 typologies de réponses. Et donc, sur votre téléphone, vous allez choisir, avec la couleur et le symbole, quelle réponse correspond le mieux à la question. On vous laisse un peu de temps pour vous inscrire. On laisse un peu de temps. Donc je vous redis, il faudra répondre vite, ça rapporte plus de points. Ça commence à se stabiliser. Bon, on attend encore. Bon, apparemment ça se stabilise. On va pouvoir commencer. C'est parti pour la première question. Ça va s'afficher. À votre avis, quel est le pourcentage d'utilisateurs qui quittent un site web en raison d'une mauvaise UX, d'une mauvaise expérience utilisateur? On vous demande de choisir un pourcentage. Donc je vois que ça réfléchit. Ok, donc la bonne réponse c'était 68%. Donc je pense que vous en doutez. Il y a eu 77 bonnes réponses. Mais donc effectivement c'est primordial et dans l'e-commerce ça compte beaucoup. Pour l'instant, la personne qui est en tête c'est Damien Thalès. On peut passer à la deuxième question. On va voir si vous avez retenu les profils utilisateurs. Donc un joueur ou une joueuse de LoL, de League of Legends, qui veut finir Gold avant la fin de la saison est probablement un de ces 4 profils. 30 secondes pour répondre. Plutôt combattant. Donc là, on a 89 bonnes réponses. Et pour l'instant, c'est Magic Truel qui est premier. On peut passer à la troisième question. Donc pareil, un ou une joueuse de LoL qui trouve son petit ami ou sa petite amie dans le jeu et probablement... Plus que 2 secondes. On pense qu'il a plutôt une tendance à la socialisation. Donc là, il y a 109 bonnes réponses. Bravo. Maintenant, c'est Julien 13NT qui est en tête du classement. On peut passer à la prochaine question. Yoshi, qu'est-ce qu'il est? Plus que 10 secondes.
Donc, il y a eu beaucoup de débats sur Internet, beaucoup dans les forums, mais selon toutes les publications officielles de Nintendo, quand ils parlent de Yoshi, ils utilisent le déterminant masculin, donc c'est un mâle. Donc 33 bonnes réponses. Red Panda est premier pour l'instant. Prochaine et dernière question, donc il y a des études scientifiques. Et donc, quel jeu selon vous permet de lutter le mieux contre l'anxiété, selon ces études? Plus que 10 secondes. Donc la bonne réponse était Tetris, bravo, 51 bonnes réponses. Je vais donner l'explication. Donc effectivement, ça a été prouvé scientifiquement que Tetris, c'était bon pour lutter contre le stress et l'anxiété. Candy Crush, sous ses airs un peu bateau, c'est un jeu qui est bon pour lutter contre les addictions. Il y a une étude scientifique canadienne qui a été publiée qui montre que tous les jeux de plateforme de type Super Mario, c'est très bon pour l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est très bon pour la mémorisation, la représentation dans l'espace. Et je suis désolée pour tous ceux qui jouent à Call of Duty ou les FPS. Ça a été montré selon la même étude qu'après 90 heures de jeu, la matière grise dans l'hippocampe commence à diminuer. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir montrer le résultat final. Donc ces 3 personnes, Run, Vincent et Winter is Coming, peuvent venir chercher à la fin de la conf leur cadeau. Hop. Et donc c'est bien joli, mais là maintenant on va vraiment parler de jeux vidéo. On va vous donner des exemples. Et donc je vais commencer par un jeu qui s'appelle Summer's War. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Donc c'est un jeu mobile sud-coréen, RPG, qui a 90 millions de téléchargements. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 90 millions de joueurs, mais ça veut dire que ça marche quand même bien à l'international. Et comme on va le voir, il y a quand même des petits problèmes dans le jeu. Donc même si c'est assez complet, il y a du PVP, du PVE, mode scénario, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle un système de monstres. Et bien sûr, on peut les collectionner, essayer d'en avoir le plus possible. Et j'ai différentes manières de voir tous mes monstres dans le jeu. Donc je peux aller dans l'inventaire, je peux aller dans mon équipement, je peux être en combat. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, l'ordre de mes monstres n'est jamais le même. Une fois, c'est basé sur l'ordre récent, sur le type, sur si je l'ai beaucoup utilisé ou pas. Or, quand je fais du PVP temps réel, ce que je veux, c'est pouvoir retrouver mon monstre le plus facilement possible. Donc, un point un peu négatif pour le jeu. Autre chose aussi, donc on a un système de chat, comme dans beaucoup de jeux, si je veux poser des questions, discuter avec ma guilde. Donc j'ai une zone, si je tape en bas, j'ai une zone de texte qui apparaît en haut, qui me permet à la fois de taper du texte, mais aussi de choisir le numéro de channel pour parler. Donc on sent que c'est un peu compliqué, alors que c'est juste un système de chat. Et aussi, on a un système de messages dans le jeu, donc j'ai des monstres, je veux peut-être pouvoir les améliorer, et donc leur mettre des runes qui seraient encore meilleures. Donc je peux aller dans le magasin, acheter une rune, et je peux avoir un type de message qui me dira « somme max dépassée ». Et là, on sent que c'est un peu obscur, on ne sait pas qu'est-ce que j'ai pas assez, c'est du mana, des énergies, etc., des cristaux. Or, il y a une autre manière d'avoir des runes dans le jeu, c'est dans sa messagerie. Et là, cette fois-ci, j'ai un message qui me dit « tu as atteint le niveau max de runes, fais de la place dans ton inventaire et essaye à nouveau ». Donc on sent que le problème était le même, mais à un moment, on met un message un peu flou, et à un autre moment, on met un message qui est quand même un peu plus clair, qui me dit c'est quoi le problème, et qui me dit comment l'améliorer. Donc nous, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que le vocabulaire, la terminologie, c'est super important dans la manière de communiquer avec son utilisateur. Nous, on vient de boîtes un peu techniques et on voit des messages des fois avec des mots de type batch, etc. Donc ça, le développeur va comprendre. Mais dans le domaine de la finance, ce n'est pas du tout leur vocabulaire. J'insiste un peu en disant que, par exemple, sur Internet, on peut parler de cookies, on parle de navigation, mais moi, mes grands-parents, quand ils voient ça, ils imaginent des petits gâteaux sur un bateau. Donc on vous conseille de soigner vos terminologies et le vocabulaire. Alors, je vais vous parler un peu d'Heavy Rain. Heavy Rain est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et 4, et c'est un jeu de type film interactif. C'est-à-dire que l'accent est mis sur l'histoire, le scénario et l'implication émotionnelle du joueur. C'est un jeu très immersif. Et en fait, il y a quelque chose qu'on va remarquer assez rapidement, qui va nous gêner tout le long du jeu, c'est la manière de déplacer le personnage. Donc dans la quasi-totalité des jeux qui se jouent sur console avec une manette et où on évolue dans un environnement 3D, on va toujours utiliser les 2 joysticks pour se déplacer. Le joystick de gauche pour orienter le personnage et le joystick de droite pour orienter la caméra. Mais là, non.
Là, on me demande d'appuyer constamment sur R2 pour juste initier le déplacement. Et ensuite, avec le joystick de gauche, je vais pouvoir orienter le personnage. Ici, je ne peux pas utiliser le joystick de droite pour orienter la caméra, car en fait, le joystick de droite est utilisé pour d'autres interactions. En fait, pour toutes les interactions du jeu, ouvrir une porte, prendre un objet. Donc ici, l'utilisateur, il a des habitudes. Et là, on peut même parler d'automatisme, puisque dans tous les jeux de ce type-là, ça fonctionne de la même manière. Donc, en fait, on ne réfléchit même plus. On ne réfléchit même plus à comment on va déplacer le personnage. C'est entré, c'est enregistré. Donc là, on me met en difficulté. À chaque fois que je reviens jouer à ce jeu, vous pouvez être sûr que je vais me tromper. On me met en difficulté et on ne comprend pas vraiment la plus-value. Je vous montre une autre scène, une autre séquence de Heavy Rain. Donc dans cette séquence, le personnage doit se faufiler entre des fils électriques haute tension. Et pour cela, le joueur va devoir appuyer successivement sur plusieurs touches et les maintenir jusqu'à ce que l'obstacle soit franchi. Ça devient compliqué quand il y a 5 touches qu'on ne connaît pas à l'avance, donc on n'a pas du tout optimisé l'emplacement de ses doigts. Et bien évidemment, si on se trompe, par exemple en appuyant sur une mauvaise touche ou en relâchant une touche, on prend un coup de jus et on doit recommencer. Donc je vais vous lancer la vidéo, je vous laisse regarder la manière avec laquelle je suis obligée de positionner mes doigts, qui n'est pas très conventionnelle. Raté. Donc j'ai une petite hypothèse par rapport à ça. Je pense pas qu'il soit sadique, etc. En fait, je pense, le personnage est en train de vivre une scène difficile physiquement. Il se contorsionne, c'est pas facile. Et pour renforcer ce côté immersif, je pense qu'ils ont voulu retranscrire cette difficulté sur le joueur. C'est-à-dire, demandons-lui de se contorsionner d'une autre manière, mais de vivre un peu la même chose que son personnage. Donc je pense que c'était fait pour renforcer le côté immersif. Mais là, c'est tellement difficile ce qu'on me demande de faire que je sors complètement de mon expérience. Je ne suis plus du tout à fond dans le jeu, à fond dans l'histoire. Je suis revenue dans mon salon et je fixe mes mains et je réfléchis sur la meilleure manière de réussir. Donc ça va un peu à l'encontre de l'objectif initial qui était de renforcer ce côté immersif. Et la manette, qui là est l'interface physique entre le jeu et le joueur, ici, elle est source de difficultés, elle apporte des difficultés. Alors que l'interface doit toujours être là pour aider l'utilisateur à atteindre son objectif. Dans vos produits, il y a probablement une grande complexité technique derrière. Mais cette complexité technique ne doit pas être reflétée dans l'interface. L'interface sert juste à faciliter l'interaction de l'utilisateur. Donc moi maintenant je vais vous parler de Dragon Age sur PC. Donc sûrement vous connaissez. Il y a des objets dans tous les RPG et ce qu'on veut c'est pouvoir les comparer. Donc là je vais vous montrer que ce soit une arme, etc. Quand je veux comparer, ça vient recouvrir mon écran. J'ai 2 jauges de chaque côté. Donc on sent quand même que pour comparer c'est pas facilité. Et il y a pire, le système de crafting, on peut même pas comparer son objet avec le prochain. Et donc peut-être que là, les concepteurs se sont dit, c'est pas grave, il y a que 3 informations à retenir, plus 2, 4, 0 d'un côté, 7, moins 2, 12 de l'autre, ça va aller. Mais en fait, non. Au final, la mémoire, c'est très subjectif. Que ce soit vous comme nous, dès qu'on vous parle, vous sortez de votre expérience. Donc en fait, on est bien d'accord que le joueur recherche de la difficulté, il recherche du challenge, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne le cherche pas dans le menu. Donc il faut mettre la difficulté au bon endroit. Alors une petite question. Jusqu'à il y a environ 2 ans, il y avait un wiki donc, concernant les jeux vidéo qui était le 2e plus gros wiki après Wikipédia en termes d'importance de publication. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Non. D'autres idées? Eh bien, c'était le wiki de World of Warcraft, avec plus de 80 000 publications, donc ça représente énormément d'engouement et de publications. Donc parlons-en un peu. Ici, vous avez un écran de PVP, donc des joueurs qui s'affrontent en ligne. On voit déjà qu'il y a beaucoup de choses à l'écran qui apparaissent, beaucoup de couleurs, des animations. C'est vraiment
ça commence déjà à être un peu chargé. Alors vous avez peut-être des amis, ou peut-être que même vous pensez que non, World of Warcraft, c'est pas si compliqué. Alors là, évidemment, ce sont des écrans qui ont été personnalisés par les joueurs, ce ne sont pas les écrans par défaut. C'est eux qui ont choisi d'afficher toutes ces informations. Reste à savoir s'ils arrivent à les traiter simultanément en temps réel. Mais voilà, c'était un choix et ils ont choisi ça. En aucun cas, ce ne doit être le mode par défaut. N'infligeons pas ça à tous les utilisateurs. Donc voilà, vous pouvez... En fait, des fois, on ne sait pas quelles informations on doit mettre. Donc, des fois, on a tendance à dire « bon, bah, je mets tout ». C'est pas forcément ça la meilleure solution. La meilleure solution reste à identifier ce qui est pertinent pour la majorité des gens et d'ajouter la possibilité de customiser et d'ajouter des informations pour ceux qui le veulent. Alors, heureusement, ces problèmes d'expérience utilisateur ne nous empêchent pas d'apprécier les jeux vidéo. On continue d'y jouer. Mais parfois, ça vient un peu gâcher quand même cette expérience globale de jeu. Parce que ces jeux sont par ailleurs très aboutis, très riches, très bien faits et distrayants quand même, il faut le dire. Mais ça vient un peu gâcher cette expérience, c'est dommage. Et c'est pas facile d'anticiper tous ces petits problèmes dès la conception. Donc comment faire? Il y a un outil qui va vous permettre d'améliorer votre produit relativement tôt dans la conception, à partir du moment où vous avez un prototype, même des fois avant même qu'il n'y ait eu une seule ligne de code. Cet outil, ce sont les tests utilisateurs. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est un test utilisateur? On va soumettre notre produit à des utilisateurs qui vont suivre un scénario prédéfini et on va observer ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, les sources de difficultés ou d'erreurs, et on va écouter leur feedback et leurs réactions. Et sur cette base d'informations très riches, on va pouvoir améliorer notre produit de manière itérative. C'est pas si coûteux que ça. On peut imaginer que ça va prendre beaucoup de temps, c'est pas si coûteux que ça, et c'est extrêmement bénéfique. À chaque fois qu'on le met en place, les gens sont vraiment ravis des informations, de la richesse des informations qu'on récupère. Donc n'hésitez pas à solliciter les ergonomes, les experts UX dans vos entreprises s'il y en a, pour mettre en place ces méthodes, pour les faire rentrer dans les process. Tout le monde connaît Miyamoto, donc la personne qui est à l'origine des sagas Super Mario, Zelda, Donkey Kong. Donc on ne le présente plus, c'est vrai. Et ce qui est intéressant avec cette personne, c'est qu'à la base, Miyamoto, il n'était pas du tout dans le domaine technique. À la base, il vient d'un petit village au Japon entouré d'arbres. D'ailleurs, tous les décors d'arbres et de forêts dans Zelda, vraiment, son inspiration, ça venait de là. Et pour Miyamoto, en fait, son état d'esprit, c'est d'apporter de la joie, de l'amusement, de tout gamifier. Quand nous, on veut perdre du poids, on fait un régime. Quand lui et sa famille veulent perdre du poids, lui, il va inventer un jeu. Donc, vous voyez, c'est vraiment une manière de penser qui est différente. Et nous, en UX, on a un peu des gourous, des auteurs qu'on vous conseillerait de lire, comme The Design of Everyday Things de Norman, qui a été paru en 1988. Et si on réfléchit bien, Super Mario, c'était déjà sorti 7 ans avant. Et il y avait déjà tout de la UX, déjà à l'époque, en fait. On parle beaucoup de design centré utilisateur, donc c'est un peu un buzzword, c'est aussi une manière de dire mais si, on prend en compte les utilisateurs, les clients dans notre conception. Et en fait, Miyamoto, lui, c'est vraiment des questions qui se posent très souvent, il revient aux bases, donc là vraiment il est reparti, on disait la manette c'est important. Quand il a conçu sa manette, il s'est vraiment demandé, il s'est posé, il s'est dit qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mon joueur, mon utilisateur soit content, que ce soit simple et efficace. Et ça a prouvé qu'effectivement cette manette a bien marché quand même. D'autre part, oui, donc son but, c'est vraiment de créer des sentiments, des émotions positives chez ses joueurs. Et pour ce faire, en fait, il réfléchit et il se dit que quand on réussit quelque chose, vous comme moi, on est content, on est satisfait. Et la manière dont le Super Mario est construit, c'est bien une succession de petits niveaux où à chaque fois, on va réussir et être content. Donc ça crée une expérience globale qui est relativement bonne. D'autre part, quand on a un objectif qui est clair, quand on sait ce qu'on doit faire, on est moins stressé, on est plus rassuré, donc pareil, on est plutôt content. Donc c'est ce qu'il essaye de mettre dans ses jeux. Peut-être qu'il y a un niveau du jeu où c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué, et là, quand vous mourrez, vous n'allez pas réapparaître exactement au même endroit. Vous allez réapparaître un peu plus tôt dans le jeu, là où c'est plus facile, vous ressavourez le moment où c'était facile pour être d'attaque, pour affronter le boss final par exemple. Et enfin,
c'est prouvé qu'une blague, si c'est drôle, c'est l'effet de surprise à la fin. Et pour Miyamoto, son but, c'est vraiment d'essayer de mettre de la surprise un peu partout, que ce soit dans le gameplay, la musique, les persos. Donc vraiment, c'est ce qu'il essaye de faire plaisir à ses joueurs comme ça. On pourrait se demander d'où vient son inspiration. Je ne sais pas si vous savez, mais à la base, il était illustrateur, donc il a fait des comics. Et finalement, le fait dans ses jeux, le fait que la caméra suive le personnage principal, c'est un peu un système de narration. Et ça vient de là, en fait, de son passé d'illustrateur. D'autre part, dans les boîtes, on parle aussi parfois de storytelling. Donc c'est vraiment une manière de s'approprier une histoire. Et si je prends l'exemple de Donkey Kong, c'est quand même l'histoire très simple d'un charpentier qui va sauver une princesse, d'un gorille très grand et très méchant. Donc on sent qu'on peut s'approprier l'histoire facilement, s'identifier si on veut. Et enfin, si je vous parle d'Alice au Pays des Merveilles, on parle quand même d'un personnage qui va manger des champignons pour changer de taille, devenir plus ou moins grand. Et clairement, Miyamoto a dit en interview qu'il s'était inspiré de ça. Donc ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous inspirez de choses qui viennent en dehors de votre travail, de vos expériences passées, de vos loisirs. Vous le faites sûrement déjà. Ben, on vous dit continuez, c'est super, ça apporte de la richesse à ce que vous faites, à vos produits. Encore une question, est-ce que vous savez le nom de ce monstre-là, marron? Tout le monde le sait, c'est un Goomba, parfait. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce Goomba, il est très affordant. Et en UX, l'affordance, c'est super important. C'est la capacité d'un objet à susciter sa propre utilisation, à faire comprendre son utilisation. Et quand on voit ce Goomba qui a l'air un peu méchant, qui avance lentement vers soi, bah, on a envie de le tuer et de lui sauter dessus. Et rien que par sa forme, sa manière de se déplacer, bah, ça induit ce qu'il faut faire. Pas besoin de notice et de manuel utilisateur. Et l'affordance, bah, en fait, dans Super Mario, c'en est truffé. Par exemple, si on prend le premier niveau du jeu, on a bien le personnage qui n'est pas au milieu de l'écran, mais bien à gauche. Il regarde vers la droite, il y a tout cet espace vide et on comprend que pendant tout le jeu, bah, il va courir vers la droite. Très simple, très efficace. Quand il y a un tuyau, on voit qu'on peut sauter dedans. Les pièces qui sont dorées en l'air, c'est un des premiers qui a lancé ça et donc on a envie de les attraper. Et puis après, ça a été repris dans tous les jeux. L'échelle, on comprend facilement qu'on peut monter et descendre. Et cette boîte, c'est le summum de l'affordance. C'est une boîte mystérieuse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on veut le savoir et du coup, bah, on saute dessus pour comprendre, pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que, bah, par exemple, il y a un designer qui a dit « Les gens n'achètent pas un produit, mais une meilleure version d'eux-mêmes ». Et on sent que Miyamoto, bah, il avait déjà tous ses préceptes, vouloir que ce soit simple pour les utilisateurs, mais pour tous les utilisateurs, facile, sans manuel. Et pour continuer la métaphore, on a bien un utilisateur, votre utilisateur, on a un produit, votre super produit, logiciel, site web, etc. Et ce qu'on veut à la fin, c'est que l'utilisateur il se sente à l'aise, content, un peu comme un super-héros, et c'est pour ça qu'on vous aide à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu vous dire pendant cette présentation? Quel était notre message? D'abord, on a vu que les utilisateurs ont des profils très variés et que du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes motivations quand ils utilisent un produit. Donc, il est important de faire ce travail de recherche pour savoir qui ils sont et adapter au mieux nos produits à nos utilisateurs. Ensuite, on a vu une série d'exemples de mauvaises expériences utilisateurs issues des jeux vidéo. Mais en fait, je pense que vous vous rendez compte qu'on a parlé en fait aussi de tous les produits. On a parlé des sites web, toutes les notions qu'on a abordées s'appliquent aux sites web, aux applications mobiles, aux applications métiers. Ces notions-là ne se restreignent pas aux jeux vidéo. Et ensuite, on a vu qu'il y avait un outil qui nous permet d'améliorer relativement tôt dans le processus de conception les produits de manière itérative. Vraiment, encore une fois, on vous encourage à demander dans vos entreprises que ça se mette en place. C'est extrêmement bénéfique. Et puis, on a vu quand même que le créateur de Super Mario avait peut-être un temps d'avance puisqu'il avait déjà intégré toutes ces notions d'expérience utilisateur alors qu'on n'en parlait même pas à cette époque-là. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez que vos produits soient aussi populaires que Super Mario.